Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité où, avec un panéliste, on fait le tour un peu de ce qui s'est passé durant la semaine et puis on analyse ça avec nos points de vue, bien sûr, c'est important. Et cette semaine, avec moi, j'ai mon bon ami Patrice Bouchard, enseignant en sciences politiques au Cégep de Saint-Félicien. Bonjour Patrice. Salut Pierre. Ça va bien? Ça va super bien, je te remercie. Ouais. On a pas mal de sujets, fait qu'on va rentrer dans le bain immédiatement, parce que je sais que tu as des choses à dire. On va commencer par ce qui se passe en région, un peu ici. Élections scolaires, ça s'en vient, les élections scolaires, le 2 novembre. On sait que le président, M. Rousseau, qui est là depuis 22 ans, démissionne, va avoir quelqu'un de nouveau. Deux questions. C'est quoi pour toi les élections scolaires et pourquoi il faut aller voter aux élections scolaires? Parce qu'on sait que le taux de participation est vraiment minime. D'abord, il y a des gros changements qui ont eu lieu pour cette élection. Dans la commission scolaire du PDBLE, ça faisait depuis 2007 qu'il n'y avait pas eu d'élection. Peut-être une exception d'une élection partielle à un moment donné, mais sinon, ça faisait quand même depuis 2007 qu'il n'y avait pas eu d'élection. Deuxièmement, plutôt que d'avoir 19 districts, il y en aura 9. Donc, on diminue le nombre de commissaires. Ça fait des circonscriptions. Des districts d'environ 5000 électeurs. Ça a-tu un avantage ou un inconvénient selon toi? Ça, ça peut avoir il y a peut-être un avantage financier à tout le moins parce qu'il y a des économies à faire. Peut-être que finalement c'était un peu trop parce qu'il faut voir qu'à l'époque, on se rappelle, c'est plusieurs commissions scolaires qui ont été regroupées. Peut-être qu'on juge qu'à ce moment-là, il y a eu une période de transition qui a duré suffisamment longtemps pour revoir la carte. Alors, il n'y a peut-être pas seulement des considérations d'ordre financier là-dedans. Après ça, très gros changement, le président sera élu au suffrage universel. Avant, c'est les commissaires d'école, les commissaires scolaires, qui nommaient entre eux une personne qui occupait la présidence. Maintenant, c'est l'électeur. Autre chose. Alors, le fait d'avoir peut-être moins de districts, plus de candidatures par district, et aussi plus qu'une candidature à la présidence, on peut penser que ça va avoir un effet à la hausse pour le niveau de participation. On a vu des statistiques au Québec, là, 7, 8, 9 de participation scolaire. C'est vraiment pas beaucoup. Mais dans notre coin à nous, c'est plus que ça. Je pense que c'était 18 la dernière fois. Bien, ce qui est à peu près l'équivalent de certaines partielles au fédéral dans certains secteurs. Donc, mais tu me disais pourquoi il faut s'intéresser à ça? Parce que maintenant, là, je te donne un exemple. Moi, là, je n'ai pas d'enfant. C'est pas vrai, j'en ai, mais on fait un jeu. Là. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai rien à cirer, en fait, des élections scolaires. Pourquoi j'irais voter là? D'abord, que tu aies des enfants ou non, c'est comme dire j'ai plus d'enfants à l'école, pourquoi je paye une taxe scolaire, ou j'ai pas d'enfants, pourquoi je paye une taxe scolaire? Parce que l'éducation, ça concerne tout le monde. Hein? C'est une question de société beaucoup plus large que simplement individuellement si on a ou pas des enfants qui vont à l'école ou pas. Là, bon. Deuxièmement, la commission scolaire, c'est un budget de tout près de 100 millions de dollars. Là. Je ne sais pas si... probablement qu'il y a bien des gens qui ne connaissent pas cette information-là, mais c'est quand même beaucoup de sous. Alors, évidemment, la plupart de ces enveloppes-là partent de Québec, sont décentralisées au niveau local et pas toujours. Là, il y a des choses qui sont attachées d'avance, qui sont conventionnées, les salaires, tout ça, mais il y a quand même des choix qui se font. Et justement, moi, je paie des taxes scolaires, puis je trouve que c'est important de s'intéresser à ça. Puis démystifier aussi peut-être le rôle du commissaire d'école, démystifier aussi tout simplement dans quelle sphère d'activité est présente la commission scolaire. Quand on parle d'une dernière école de village, c'est une commission scolaire, ça. Il y a une décision politique en arrière de ça, puis les commissaires peuvent prendre une décision. Parce qu'il faut qu'il pourrait dire on la ferme, là, ça pourrait être aussi simple que ça, mais c'est important. Il y a des commissaires, il y a des commissions scolaires qui, systématiquement, en bas de 100 étudiants, n'ont plus d'école. Ouais. Il y a des commissions scolaires, comme la nôtre, qui fait tout ce qu'il peut pour garder ces écoles-là. Quand je parle de lutte à l'analphabétisme, de persévérance scolaire, de milieu de vie stimulant, c'est sûr qu'il y a des comités par école qui sont là et les enseignants et enseignantes qui donnent vie à tout ça, les affaires étudiantes. Mais il faut voir ça un peu plus largement. Alors, moi, je crois que c'est important. Et je sais pertinemment que les commissions scolaires n'ont pas nécessairement bonne presse de ce temps-ci. Politiquement parlant, il y a une idéologie qu'il faut comme de quoi les couper, les faire disparaître, rapprocher ça des écoles. Bon, la DQ versus la CAQ a proposé ça souvent. Mais moi, je pense que ça serait une erreur. Oui, pour avoir parlé à des directeurs d'école, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Moi, ça ne me tente pas de gérer les autobus, puis tout ça. On a tellement de choses à gérer déjà dans une école. » Puis après ça, nous, on reste en région. Ouais. Moi, je suis un régionaliste. Puis ce que je veux, c'est que l'État et différents paliers de pouvoir soient présents en région pour rapprocher ça des régions.
Fait que si je commence à abolir tout ce qui est structure régionale, là, je ne suis pas sûr qu'on sera bien desservi. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'occuper des élections scolaires. Là-dessus, n'oubliez pas deux choses, d'aller payer vos taxes scolaires. Et aussi, ne manquez pas, dans mon autre émission, Le Tour des élus, une super entrevue que M. Rousseau m'a donnée, peut-être une dernière de sa longue carrière de commissaire, à écouter quelques semaines avant les élections scolaires. Et c'est le 2 novembre. Hein. Peut-être rappeler aux gens, c'est le 2 novembre, l'élection scolaire. 2 novembre, allez voter. Forum citoyen, c'est un projet, c'était même une promesse électorale de M. Richard Hébert, et là, ça se met en branle. Quelle bonne idée. Tout à fait. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé il y a plusieurs années, et je suis très heureux de constater que ça a enfin lieu. Maintenant, il y a eu une première rencontre avec ce qu'on appelle la communauté d'affaires, et il y a une rencontre ce soir, donc le 22 septembre, et demain, mardi, le 23 septembre. Donc, pour la communauté élargie, j'ai eu la chance de me procurer le cahier de propositions, appelons ça comme ça, où il y a la vision, les valeurs du conseil de ville, bref, de la municipalité sont expliquées. Et ensuite, l'autre chose que je remarque, c'est qu'on a placé le concept de développement durable au centre des préoccupations, c'est-à-dire comme en arrière-plan de tous les axes qui sont développés. Et enfin, 4 axes sont développés. Et pour chaque axe, qui devient donc en soi une priorité, le participant, on va lui demander est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce que pour atteindre cet idéal-là, on a des forces, des limites, des menaces, des opportunités, des défis? Bref. Et l'idée étant, après ça, de prendre ce que tous les gens auront dit, ce que les participants auront dit, structurer ça autour d'une vision qui, j'imagine que ça va servir par la suite là, aux élus. C'est un peu ça ma question. Je vais la formuler en 2 temps. Premièrement, pourquoi la municipalité fait un forum citoyen? À quoi ça lui sert? Et deuxièmement, pourquoi moi, en tant que citoyen, je devrais aller au forum citoyen? Parce que qui ne dit mot consent, puis moi je pense que quand on participe, il y a des chances que nos idées soient entendues. Pas toujours, là, soyons clairs, pas toujours, mais plus de chances si on participe. Au moins le débat va être nos là. idées. Ben oui. Puis l'autre affaire, c'est que je pense que ça vient légitimer aussi l'action d'un conseil de ville. C'est-à-dire que dans les 10 prochaines années, le conseil, à la limite, peu importe qui seront les élus, là, ça change ça des élus. Alors, on aura une vision sur 10 ans, voici l'enlignement qu'on prend. Alors, ça vient légitimer les actions. Puis moi, je trouve intéressant, notamment dans le document qu'on parle de développement durable, qu'on parle d'engagement citoyen, qu'on parle des valeurs d'équité, je me semble, j'y vais de mémoire, je n'ai pas le document avec moi, mais de transparence, d'efficience, des choses comme ça. Alors, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Puis je pense que ça va rejoindre pas mal de monde. On peut dire, on a la chance de pouvoir dire à notre, au-delà des élections de je suis allé voter une fois aux 4 ans, d'aller dire à notre conseil municipal à quoi on s'attend, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on souhaite pour notre municipalité. Puis ça n'arrive pas toujours, ça. Puis après ça, ce qu'on m'en dit, c'est qu'il y a quelques dizaines de participants prévus pour chaque séance. Et c'est sous forme de table de travail. Donc, il ne s'agit pas d'arriver devant des commissaires et une salle bondée de monde, dire ce qu'on parle. Des fois, ça peut être intimidant, puis ça peut empêcher certaines personnes de participer et de dire ce qu'ils ont à dire, même si c'est intéressant. Alors là, en faisant des petites équipes de travail, là, ça va devenir peut-être plus simple pour les gens de participer et de donner leur opinion. En tout cas, moi, je vais y être, soit dit en passant, au Motel Chute des Pères, le 23. Parfait. Et j'ai lu et je suis prêt, j'ai hâte de collaborer à cet exercice. Bien, en tout cas, tu reviendras nous en parler, ça m'intéresse grandement. Moi, je ne pourrais être là parce que je ne suis pas un citoyen de Debout-Mississi. Le centre civique est en péril ou je ne sais pas. Bon, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on va le privatiser. Est-ce que c'est une institution importante, selon toi, le centre civique pour Dolbeau-Mistassini? Puis est-ce que ça vaut la peine au-delà d'un club de curling, je pense que ça fait partie d'un quartier historique. Il faut placer ça ça dans son ensemble. On a des quartiers historiques, il n'y en a pas beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. River Bend, Arvida, puis là, nous, on en a le quartier des Anglais. Et ça fait partie intégrante de ça. Puis il faut voir que, il y a bien des années, il y avait une petite chapelle, il y avait le staff, il y avait d'autres bâtiments que pour toutes sortes de raisons, on n'a pas gardé. Là, alors, si ce n'est que pour cette raison-là, moi, je pense que ça vaut la peine. Et il me semble, dans les dernières années, j'ai fait le saut quand j'ai vu ça, parce qu'il y avait quand même, dans les dernières années, eu des mobilisations, des rénovations importantes. Et je croyais qu'on finissait par plutôt voir la lumière au bout du tunnel, ça allait bien. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des déficits accumulés assez importants. Je pense qu'il y a quelques centaines de milliers, là, je ne sais pas, j'ai plus le chiffre exact en tête. Donc,
Est-ce que la vocation est encore bonne? Je ne sais pas. On sait qu'on loue des salles, il y a des réceptions, le club de curling. Je ne sais pas, c'est juste une question de membership et de population vieillissante? Je ne sais pas, là. C'est peut-être l'intérêt des gens. Je voyais aussi, par exemple, à Saint-Prime, que le club de golf est un peu dans la même situation. On est passé, entre autres, de 250 à 130 membres là-bas. Est-ce que c'est justement les modes qui changent? Le curling était très fort pendant longtemps. Là, c'est peut-être moins fort. Peut-être cyclique. Peut-être. On sait qu'on a eu certaines difficultés, club de golf à Dolbeau. Bien, en fait, il y avait beaucoup de difficultés d'ordre technique, l'approvisionnement en eau, etc. Ils ont eu un projet, ils ont rénové, et là, ça semble bien aller leurs affaires. Alors, des fois, dans des organisations comme ça, il y a des hauts, des bas. C'est comme des festivals. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit soutenir, puis comme milieu? Moi, je pense que oui. Maintenant, à quelle hauteur, quel effort, quelle façon? Là, c'est là la complexité de la chose. Là. Il faut que la population, je pense, s'accapare ces infrastructures-là. C'est à tout le monde, en fait, si on n'utilise pas... Moi, je ne joue pas au curling. Tu devrais. Mais, ça ne me dit pas grand-chose. Mais pour les raisons que j'ai dit précédemment, comme de quoi que c'est quand même, ça fait partie de notre patrimoine, puis ça a toute une histoire. Alors, si ce n'est que pour ces raisons-là, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait, de la part du conseil de ville, un intérêt. Je dis conseil de ville, peut-être qu'il faudra voir plus tard, peut-être qu'il y a d'autres partenaires, mais... Je pense que ça commence notamment par la ville, mais aussi par le comité lui-même. Il faut qu'il soit en mode... je dis le comité, là, il y a un conseil d'administration. Alors, ces gens-là, j'imagine qu'ils font un travail de fond pour essayer de voir... Ils sont en mode solution, certainement, là où on se parle. Ils ne doivent pas juste être là, à s'appuyer sur leur sort. Hein. Donc, alors, ces gens-là, avec la ville, tout ça. Puis moi, je pense que c'est possible. On va voir. Mini-centrale sur la 11e chute, c'était pas mort. Ça revient. Toute qu'une histoire, ça. Non, mais en tout cas, on voit que le changement de gouvernement fait des choses, que c'était une promesse de M. Couillard. Oui, il avait promis de réactiver. Il faut voir qu'il n'y a pas juste ce projet-là. Hein. Il y en a 5 ou 6 autres à travers le Québec, dont un dans le coin de la Tuque. Et bon. Je parle de lui pour la petite histoire, Val-Jalbert était très avancé. On l'a complété, mais l'ancien gouvernement avait arrêté tous ces projets-là. Notamment pour une raison, je ne dirais pas environnementale, parce que je ne crois pas que ça nuit nécessairement à l'environnement, mais pour une raison strictement économique, c'est-à-dire on a des surplus importants d'électricité, et ces mini-centrales-là, pour être viables et pour faire des sous, et pour financer d'autres projets, ce que j'en comprends, c'est qu'ils doivent avoir certains tarifs préférentiels. Alors à ce moment-là, certains vont accuser... la société d'État, les promoteurs vont dire que ce sont des subventions déguisées parce qu'au niveau du marché, l'électricité qu'on achète à tel prix, on la revend beaucoup moins cher. Donc, moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau-là. Parce que ça va quand même servir de levier économique pour des petites municipalités comme Gérardville, Notre-Dame-de-Lorette. Puis plus que ça, pour la MRC, il y avait entre autres une idée à l'époque, je ne sais pas si c'était encore ça dans leur projet, mais de financer des actions. Il y avait une table de concertation de lutte à la pauvreté. Alors là, on parlait de prendre des sous pour financer, entre autres, des actions. Alors là, vous voyez, le côté social est important là-dedans aussi. Là. C'est pas juste une question de... Même si c'est une subvention déguisée, en fait, c'est un levier économique qu'on donne aussi à des municipalités. Puis il faut voir que les surplus d'électricité sont très, très, très importants. Mais est-ce que c'est une centrale de, je ne sais pas, est-ce que c'est 15 ou 20 mégawatts qui fait une différence dans les surplus qui sont peut-être de quelques milliers de mégawatts? Ouais. Là, il faut relativiser ça aussi. Là. Parce que l'argument de fond des gens qui sont promoteurs de ça vont dire « Ouais, mais on continue de développer les éoliennes, ça coûte aussi cher, sinon plus, et on est tout aussi... On n'a pas plus besoin que... oui, puis pourquoi qu'on maintient la stratégie éolienne? Un, l'industrie a besoin d'être rassurée. Deux, il y a des emplois en lien avec ça dans des régions entières, comme la Gaspésie notamment. Ouais. Donc, pour des raisons de développement régional, entre autres, on maintient ce développement-là. Alors, pour les mêmes raisons de développement régional, est-ce qu'on peut développer les mini-centrales? Alors, vous voyez, ce n'est pas un dossier qui est facile. Mais plus largement que ça, il va quand même falloir réfléchir sur une politique énergétique au Québec. Puis ça, l'ancien gouvernement avait commencé à faire ça, notamment toutes les questions relatives à l'indépendance énergétique, quoi faire avec les surplus, etc. Il faut, je pense, revenir à ça. L'électrification des transports, avoir des projets qui demandent beaucoup d'énergie, puis d'énergie propre. En soi, d'avoir des surplus, c'est pas si problématique que ça. On a des surplus d'énergie propre. Non, mais pensons-y 2 minutes. C'est génial. Tu sais, c'est pas mauvais en soi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Ça, c'est une autre question.
L'avenir de Rio Tinto Alcan dans la région. J'en parle parce que ce matin, on avait on reparlait entre autres là, de l'usine AP60. Est-ce qu'on continue de garder les cuves actives plus longtemps parce que là, l'investissement n'arrive pas? Je pense que l'investissement a été annoncé en 2007 ou 2008, 2 milliards de dollars. Mais quand est-ce que ça s'en vient? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pourquoi ils attendent aussi longtemps quand le prix de l'aluminium est clairement remonté au-dessus de la barre des 2000? On a l'impression de jouer dans le même film tout le temps. Là. Ben oui, c'est ça. Là, on va toujours répondre, mais ça dépend du marché mondial. Puis dit, montant en haut de 2000 $, oui, je veux bien croire. Là. Il n'y a pas si longtemps, il était à 1800 la tonne, mais dans les bonnes années, là, pour stimuler ce genre de projet-là, c'était 3000. Fait qu'à la limite, oui, en haut de 2000, on est peut-être encore loin de... Faut-tu penser qu'il y a un danger que Rio Tinto Alcan fasse à un moment donné, finalement, ils n'auront pas de projet? Je sais pas. Puis l'autre question, puis j'espère que la réponse à cela n'est pas positive, mais est-ce qu'il y a trop d'aluminerie dans le monde? S'il y a trop d'aluminerie puis qu'on produit trop d'aluminium, c'est peut-être pour ça aussi que le prix est bas. C'est pas juste parce que l'offre, elle est très présente. C'est peut-être pas juste parce que la demande n'est pas suffisante. Non, puis d'un autre côté, comme ils ont déjà une structure, entre autres au Saguenay pour l'aluminerie, s'ils veulent être compétitifs, il va falloir à un moment donné qu'ils passent à la technologie AP60. Sinon, ils ne seront jamais compétitifs, dans le sens qu'il va falloir qu'ils investissent un jour, sinon qu'ils ferment. Puis l'enjeu ici, c'est vraiment de faire perdurer ces cuves-là en attendant qu'il y ait une substitution. Oui, parce qu'on le sait que ça fait. Pour pas qu'il y ait de perte d'emploi. De trou noir, là, tu sais. L'ancien gouvernement avait prolongé jusqu'en 2016. Est-ce qu'on pense que ça va être de prolongation en prolongation ou à un moment donné, on va annoncer quelque chose? Et pourtant, à mon humble avis, ils ont tout ce qu'il faut pour l'annoncer. Je veux dire, dans le sens que il y a des tarifs avantageux encore là, au Québec, là, malgré tout ce qu'on peut en dire. Puis dans leur cas, eux, les barrages leur appartiennent. Ouais. Ce qui fait, certains chiffres ont été avancés, que ça leur revient à 1,9 cents le kilowattheure. Si c'est le cas, c'est en soi très avantageux. Ça se compare aux méga-alumineries qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Alors, je ne sais pas, mais c'est une question de marché, puis on ne contrôle pas ça, le marché mondial d'aluminium. On est assez loin de ces réalités-là, en fait. On s'aperçoit que cette game-là, c'est bien au-dessus de nos têtes. C'est clair. Bon, on a fait un peu le tour de ce que je voulais parler dans la région. Maintenant, on va aller au niveau national, provincial, national. Puis, en fait, ça va toucher aussi à la région. On parle de coupures. Le gouvernement actuel s'est fait élire en promettant de l'économie, mais en même temps, depuis qu'ils sont là, ce qu'on voit, c'est des coupures. Là, j'ai marqué les garderies, le régime d'assurance parentale, on parle des conservatoires. En éducation, il y a encore une coupure de 4 millions à l'UQAC. En santé, on veut regrouper les services. On s'en va où avec tout ça? Parce que là, c'est des enjeux, c'est l'universalité de nos services qui sont là, c'est la culture en région. J'ai mis plein de sujets ensemble, là, tu peux les décortiquer comme tu veux, mais... Sur le constat que les finances publiques sont amochées, je pense que c'est le cas. Là. On ne peut pas dire que la situation financière du Québec est enviable. Est-ce qu'elle est aussi grave qu'on nous dit ça? Je ne sais pas, là, toute chose étant relative à elle-même, mais elle est grave, il faut s'en préoccuper. Par contre, moi, quand je regarde ça, et peut-être c'est une analyse un peu simple, là, mais ce que je vois là-dedans, c'est que le problème des finances publiques du Québec, il est très démographique. Hein? On parle soit du vieillissement, du nombre de travailleurs sur le marché du travail par rapport au nombre de personnes à la retraite, etc. On revient toujours avec ça. Et là, les deux mesures les plus populaires dans le monde, à la limite, là, on nous regarde d'ailleurs dans le monde pour ces mesures-là. On dit que le Québec, c'est le paradis des familles. Bien là, on les remet en question. Pourquoi quand on prend les garderies, on dit on pourrait y aller selon le revenu. Mais pourquoi qu'on n'y va pas avec des points d'impôt à ce moment-là? Si on augmente les impôts demain matin, c'est davantage les plus riches, là, parce que c'est eux qui payent plus d'impôts. Alors, pourquoi qu'on n'y va pas selon les impôts? Pourquoi qu'on y va selon la tarification? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu blanc-bonnet, bonnet-blanc. Le RQAP, c'est la seule mesure qui peut, à moyen et long terme, avoir des impacts pour augmenter la natalité. Là, parce qu'un coup, tu as un filet financier, des conditions financières qui permettent d'avoir des enfants, bien là, la discussion qui te reste à avoir avec ton conjoint, ton conjointe, c'est j'ai-tu le goût? Ouais. C'est plus l'argent, comprends-tu? Alors là, on a des mesures ici super intéressantes qui ont un impact sur la démographie. Puis c'est là que moi, je trouve que ça manque de cohérence. Puis surtout, on a l'impression que là, il y a toutes sortes de fuites des médias. Là, d'après moi, pour la plupart du temps, c'est des ballons lancés pour savoir si ça passe ou pas le test de l'opinion publique. Là, on a l'impression qu'on tire dans toutes les directions. Est-ce qu'il y a vraiment un fil conducteur qui mène à cette réorganisation de l'État? J'en suis vraiment pas certain. L'autre affaire, puis je prends le dossier du conservatoire parce que moi, je m'excuse, mais ça met le feu derrière.
j'entends la ministre dire, en chambre, là, la Mme David, elle se lève, elle dit, il n'y a pas des conservatoires, il y a un conservatoire et ses satellites. Comme visée centralisatrice et montréalaise, on ne fait pas mieux, là. Quand tu sais que le déficit des conservatoires est vraiment dû à la rénovation du Conservatoire de Montréal. Et là, tu m'amènes exactement là où je voulais aller. Puis, en fait, sur le budget de 32 millions, ce qu'on nous dit, c'est qu'environ le tiers est en frais de location et ça retourne de toute façon à la Société immobilière du Québec. Et le deuxième point, comme tu l'annonces, que cette situation financière-là précaire des conservatoires est due, entre autres, à un projet à Montréal. Mais au Québec, où est-ce qu'il y a le plus d'écoles en musique? Où est-ce que les musiciens ont le plus de travail? Où est-ce qu'une personne là, peut jouer à temps plein de la musique pour gagner sa vie? Où sont les meilleures universités pour ça? C'est à Montréal. Alors, s'il y a un conservatoire à couper, c'est bien celui de Montréal, pas lui de Rimouski, pas lui de Saguenay. Moi, j'aurais aimé une ministre qui dise, ben là, si on est logique dans notre affaire, là, on va couper ça. Puis, elle ne le fera pas. Elle ne fera pas parce qu'on profite, entre autres, de cette vague de coupures pour nuire aux commissions scolaires. Rappelle-toi ce que j'ai dit tantôt, là. Je parlais d'occupation du territoire, de décentralisation, puis de services en région. On nuit aux commissions scolaires. On nuit au cégep, 48 cégeps partout en province. On nuit après ça, on dit on va abolir l'Agence régionale de la santé. Est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être. Est-ce qu'il y a un palier de taux? Peut-être. Mais le fait est, c'est que c'est des milieux, des paliers décisionnels, puis que là, qu'on s'éloigne de ça, là. Et nous, je vous rappelle, on va centraliser encore plus les décisions. Moi, ma crainte, c'est ça, c'est qu'on profite de tout ça, de toute cette vague de coupures-là, pour centraliser davantage. Là, je vous le dis, c'est le régionaliste qui parle, là. C'est-à-dire, moi, je me préoccupe de la présence de l'État dans les régions, parce qu'à un moment donné, là, si on veut que les régions se développent, il faut qu'il y ait des conditions, puis la présence de l'État dans les régions va aider ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est le contraire. C'est que là, moi, je pense qu'on accélère le fait que l'État se retire. Et je ne suis vraiment pas certain que c'est une bonne idée. Puis, en éducation aussi, il faut faire attention. La santé, qu'est-ce que tu penses? Moi, je trouve ça un peu absurde que M. Barrette ait négocié pour les médecins spécialistes des augmentations de salaire. C'est ce qu'on appelle une situation ironique. Et maintenant, c'est lui qui négocie pour le gouvernement pour qu'on étale ça sur plus long terme parce qu'on n'est pas capable de Non, mais il a représenté les médecins spécialistes. Il les a obtenu une très belle entente, on va se le dire, qui couvre de 2012 à 2016, qui augmente la masse salariale des médecins spécialistes et généralistes ensemble, là, tout ça, là, de 5 milliards à 7 milliards. Pas juste les spécialistes. Moi, j'ai inclus les médecins généralistes là-dedans. Et lui, il est parti, quand il y a eu l'élection, avec une prime d'1,2 million. Quelque chose, et je comprends qu'il y avait droit, là, parce que ça faisait plusieurs années, mais quand même, les spécialistes qui ont payé cette prime-là, parce qu'ils représentaient les spécialistes. Là, il est au gouvernement, puis là, il dit non, il faut l'étaler davantage. Puis là, en même temps, j'écoute la publicité des médecins spécialistes qui dit on sait tous que c'est à cause que les problèmes économiques du Québec sont dus à la corruption puis à la mauvaise gestion. Puis on voit bien que c'est une campagne pour gagner l'opinion publique de leur part, parce que je pense qu'ils ont compris qu'ils sont un peu loin dans l'opinion publique. Mais de mauvaise gestion, y a-t-il quelqu'un... En 2012, ça fait pas longtemps, là, ça fait 2 ans. Est-ce que quelqu'un se rappelle là, de l'année 2012 comme de quoi d'une année où ça allait super bien pour les finances publiques? Là? Ça fait combien d'années que ça va pas bien pour les finances publiques? Alors, il me semble que s'il y a des gens qui ont commis une erreur monumentale, c'est bien le gouvernement libéral de Jean Charest à l'époque. Les spécialistes, eux autres, je les comprends dans leur frustration. Ils ont signé, on leur a dit oui. Go, c'est à toi. Fait que je les comprends un peu de résister parce que, dans le fond, c'est le gouvernement qui renie sa parole. En tout cas, c'est vraiment un drôle de dossier. En même temps, est-ce que tous les problèmes économiques du Québec, là, des finances publiques, sont dus aux spécialistes? Ben non. Il ne faut pas non plus exagérer ça. Là. Mais tu sais, dans toutes ces coupures-là, je trouve qu'on attaque beaucoup le citoyen. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mesures pour aller chercher l'argent. Où est-ce qu'il y en a le plus, en fait? Chez les gens plus fortunés, puis chez les compagnies. Mais François Legault, à la dernière campagne, je pense même dans les 2 dernières campagnes, ramenait ça quand il parlait du projet Saint-Laurent. Je ne sais pas parce que je suis particulièrement caquiste, là, loin de là. Mais il disait que, dans le fond, il y a environ 4 milliards de crédits d'impôt qui profitent aux entreprises du Québec année après année. Puis lui, il questionnait ces 4 milliards-là. Il dit, dans le fond, est-ce que c'est toujours innovant? Est-ce que ça crée toujours des emplois?
aussi, Ça devient des maintenant, béquilles, on ne je se pense. questionne pas, puis ça devient redondant, année après année, c'est reconduit. Ben, moi, je trouve que son idée de revisiter tout ça, là, puis de réfléchir à est-ce que ce 4 milliards-là, il est bien orienté? Lui, il disait, dans le fond, coupons ça de 2 milliards, puis je prends le 2 milliards de marge de manœuvre, puis j'innove ou je vais dans d'autres directions avec. Dans le fond, il ne coupait pas en tant que tel, il fallait juste réorienter certains programmes. C'est peut-être ça qu'il faut faire là, pour l'innovation puis la recherche. Mais en même temps, je me dis, ben c'est ça. Là. Quand on dit, là, puis j'entends là, M. Couillard, là, puis les autres membres de son cabinet, là, de son conseil des ministres, il faut que tout le monde fasse le pas. Ben là, le problème, c'est qu'on a l'impression, quand je regarde l'énumération que tu as faite, là, on a parlé des gardes de chasse. Oui, là, c'est vrai. Les braconniers vont sauter ça d'eau, vont être contents. Ouais. Là, après ça, garderie, RQAP, santé, éducation. Là, on a même vu, à un moment donné, l'aide aux devoirs, puis les premiers déjeuners là, pour les personnes, les enfants. Les livres d'un bibliothèque. Là, on est rendu dans les jeunes, dans ceux qui n'ont pas de moyens, dans les familles. C'est tout le monde, ça. Quand on dit tout le monde, c'est tout le monde, là. Parce que, tu sais, moi, mettons, là, je pense rapidement, mettons, les bonus que font les politiciens, ça pourrait être coupé aussi, parce qu'eux, il faudrait qu'ils fassent leur part aussi. Ben, Les sénateurs, puis Oui, là c'est sûr. ministres. Ben, effectivement, quelle sorte de régime de retraite les politiciens ils ont? Les primes de départ, quand ce sont des départs volontaires, ça ne sera pas le Pérou, là, on ne fera pas des milliards avec ça, mais au moins, On ça monte les pourrait gammes. envoyer un message. Parce que là, mettons, Yves Bolduc, avec sa prime, là, je ne veux pas revenir là-dessus, Ben, là, mais à un moment donné, ça aurait été tellement simple pour lui de faire ouais, c'est mon erreur, tenez. On en parle ça. encore, là. Ben oui, on en parle encore, puis on va en parler tant qu'il l'aura Puis en pas. plus, là, après ça, son truc sur les livres, fait que là, il se fait, tu sais, le running gag, c'est combien de livres avec 215 000? Tu sais, Ouais. c'est un peu ça. Fait que c'est ça, je veux dire. Bon, c'est un nouveau gouvernement, il s'installe, hein, il s'enfarge aussi un peu dans les affaires, c'est normal. Ça, il y a une période de transition. Mais là, en tout cas, on a hâte de voir là, qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on met la barre tellement haute et finalement on va la baisser puis que là, les gens vont dire ben, finalement, c'était pas si pire que ça. Tu sais, parce que des coupures, là, sur le coup, là, ça paraît pas. Là. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans après que ça paraît. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, au cégep, là, bon, je travaille là, puis je vois bien l'effet des coupures. Là. Quand on dit que ça n'atteint pas les services aux élèves, là, attention, là, faut peut-être que les premières coupures, bon, effectivement, ça se sentait moins, mais à un moment donné, puis là, je ne lance pas la pierre au cégep, dans le fond, eux, ils font avec ce qu'on leur donne. Là, alors, Non, c'est ça, moins, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Hey, le temps file, fait que je vais passer assez rapidement sur les 3 autres points. Je veux quand même avoir ton opinion. Rassemblement citoyen pour raviver l'option souverainiste à Montréal qui a eu lieu. On en a parlé. Jacques Parizeau a fait des capsules. On a... Est-ce que... En tout cas, on en a parlé plus tard de l'Écosse, de la Catalogne, là, mais... C'était déjà prévu, dans Oui, indépendamment du résultat là, en Écosse. Mais en fait, moi, je ne suis pas contre là, ces tentatives-là de rassembler, de revigorer. Et on voit qu'il y a des gens de tous les horizons politiques qui sont là, autant péquistes, QS, la société civile en général. Alors ça va. J'en ai un peu plus, par contre la sortie de M. Parizeau. Quoique cette fois-ci, elle est moins dérangeante, dans le sens que parce que M. Parizeau nous a habitués avec ses sorties, là, Tony Truant. et qui arrivent toujours au mauvais moment. Là-dessus, il y a du timing. C'est toujours au mauvais moment. Sauf que là, c'est peut-être pas un si mauvais moment que ça, parce qu'il y a une course à chefferie au PQ. Alors, en même temps, ça constitue un élan pour le débat d'idées. Fait que ça, je ne vois pas ça négativement. Je vais joindre l'autre point quand tu parles de la course à la direction du PQ, parce que là, on sait que Sylvain Gaudreault a dit... Au début, tout le monde voulait, comme on disait, écoute, il va y avoir 500 candidats. Là, finalement, Sylvain Gaudreault dit je vais pas. Véronique Yvon dit je vais pas. Finalement, on va se retrouver comme on pensait avec les 3 mêmes qui se sont un peu. Moi, j'ai l'impression. Mais là, c'est parce que c'est le 4 octobre. Hein. Le 4 octobre, on va connaître officiellement les règles à la course. Puis à partir de là, il y a des gens qui vont dire moi, selon ces règles-là, est-ce que j'ai avantage ou pas stratégiquement? Bon. Après ça, il y a peut-être des gens qui sont intéressés présentement à la course à chefferie, mais qui vont se contenter d'appuyer un candidat ou une candidate pour se placer les pieds d'un cas où. Parce qu'il y a la politique il aussi. Il y a beaucoup de ça. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont se présenter à la chefferie puis ils savent qu'ils ne gagneront pas, mais ils font ça aussi pour leur notoriété ou pour. Des fois, c'est pour lancer des idées. Ouais. Parce qu'ils ont des choses à dire, des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord depuis un certain nombre d'années, ils veulent les dire. 2, des fois, ils savent qu'ils vont être éliminés après un tour ou 2. Alors, à ce moment-là, si tu as eu 7-8 % du vote, tu offres à tes militants la possibilité d'appuyer tel candidat. Alors là, tu te positionnes. Alors, imaginons que le candidat que tu as appuyé gagne. Alors, il va peut-être avoir une petite pensée pour toi quand il aura besoin éventuellement d'un conseil de ministre. Vous voyez un peu, là, tu sais, j'exagère, mais à peine. Tu sais. Non, oui. Fait que, mais je reviens à ce que M. Parizeau disait, tu sais,
des fois, il dit des choses, puis il généralise, là, quand il dit qu'il n'y a rien qui s'est fait au PQ, ou il pointe certaines personnes. En tout cas, je trouve ça un peu facile, un peu simple. Puis voilà. Il y a jamais, cet homme-là n'a jamais mâché ses mots non plus. Il a toujours été direct et un peu. Mais on sent que depuis quelques années, il est amer, puis il y a une rancœur envers certaines personnes au Parti québécois. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il est écouté dans le mouvement souverainiste, mais de moins en moins au Parti québécois. Parce qu'à un moment donné, il y en a d'autres, des gens qui sont là, des militants qui en ont plein le rôle pompon, là, que tu essaies de faire quelque chose, peut-être pas de mieux, pas de pire, mais de différent. Puis quelqu'un qui vient toujours par en arrière saper ce que tu essaies de construire, ça peut venir fatigant. C'est le phénomène des belles-mères. Là, et là, on fait beaucoup. On parle de Jean-Martin Sang, le sauveur, est-ce qu'il va revenir? Mais tu sais, en même temps, Jean-Martin Sang, il y a eu... il n'a jamais fait élire personne. Lui, il ne s'est pas fait élire sous la bannière d'Option nationale. Il y a eu moins, la dernière fois, Option nationale. Bon, tu vas me dire, Jean-Martin Sang n'était pas là. On a eu quoi, 0,2, 0,3 % du vote. Je comprends qu'il y a des jeunes dynamiques qui sont là, mais on peut-tu relativiser un petit peu l'importance d'Owen? Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, je dis pas qu'ils n'ont pas des idées intéressantes dans leur programme, mais je trouve que... Puis les médias embarquent là-dedans, là, et ça contribue, malheureusement, à diviser le mouvement souverainiste plutôt qu'à essayer de souder tout ça ensemble. Et ce qui a fait une des forces du camp du oui en Écosse, c'est qu'il y avait un parti, il n'y en avait pas 10 000, il y en avait un. Il y avait beaucoup de mouvements, tu sais, des organisations de la société civile, mais il y avait un parti. Pourtant, et là, pour la course à la chefferie, ben là, on verra, c'est beaucoup trop tôt. On ne sait pas encore qui va être à la ligne de départ. Non, c'est ça. Mais pourtant, il y a plein de partis qui sont à droite, même la majorité, et puis ils sont tout le temps au pouvoir. Non, mais regarde, Non, mais on a vu des partis sur la scène fédérale qui ont presque disparu. Les progressistes conservateurs de Brian Mulroney étaient majoritaires. Ils sont passés à 2 députés. 2. Oui, c'est vrai. Dont Jean Charest. Ouais. Et après ça, ça a donné des petits frères, des petites sœurs. Vous vous rappelez, là, il y avait le Reform Party, le Bloc. Et là, le Bloc a duré plusieurs années. Le Reform qui est devenu l'Alliance. L'Alliance avec notamment le Parti progressiste conservateur. Alors, on a uni les forces de la droite. C'est un travail sur quoi? 10 ans, 12 ans, 15 ans? Mais on a uni les forces de la droite. Et en 2006, minoritaire. 2008, minoritaire. 2011, majoritaire. Et ça a porté fruit. Bon, alors, c'est ça, là. Il faut regarder, là. On est dans un système majoritaire uninominal à un tour. Hein, on n'est pas dans une proportionnelle. Alors, à un moment donné, quand l'opposition est divisée et quand c'est une opposition relativement progressive, la preuve de ce que je dis, c'est que n'importe quel sondage, là, dans les derniers mois, montre le PQ à 22-23 % du vote. Mais même si on ne parle pas de souveraineté, là, même si on dit que c'est mort, là, puis que tout le monde voit ça là, fini là, comme projet, là, d'abord, les Écossais nous ont montré que ce n'était pas tout à fait le cas. Puis, deuxièmement, les sondages ont donné environ 35 % de souveraineté. Ce que ça veut dire, c'est que si ces 35-là, ils sont où? Puis même 2 semaines avant le déclenchement de l'élection, il y avait des sondages qui pointaient le PQ à 45 %. Ça fait 7 mois, là. 45, 23. Ils sont où, eux autres? Ils ont cru quand même pendant un certain nombre de temps au PQ. Alors, moi, ce que ça me démontre, c'est que tout ça, ça peut changer rapidement. Très volatile. Le monde, ils sont plus avant, là, dans ton grand-père, je sais pas, il pouvait être un qui est bleu, l'autre est rouge, puis jusqu'à sa mort, puis... C'est plus vrai, ça. C'est de moins en moins vrai, en tout cas. Il y a du monde qui le demeure. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est très volatile. En 2007, une vague à des kisses. En 2011, vague NPD. Même dans la région de Québec, plus de conservateurs. Oui. C'est juste des députés du NPD. Pourtant, Québec, c'est pas particulièrement à gauche, là. Au contraire. Alors, c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est qu'il y a à cause de ce genre de phénomène-là, de volatilité du vote, il y a un petit côté mode, zapping, on achète, on jette. Bon, bien ça se transpose en politique aussi. Puis moi, je pense qu'à cause j'ai de ça, l'impression en plus que ce qu'on a vu avec le gouvernement Couillard et avec le gouvernement Harper, c'est qu'on fait juste parler d'économie comme s'il y avait juste ça dans la vie. Oui, ça c'est un peu simple. Oui, mais quand tu parles aux jeunes dans la rue, là, le reste, on dirait que ça ne les intéresse pas. Les gens sont très centrés sur eux-mêmes. Puis à ce temps, quelqu'un de la classe moyenne qui fait 80 000 par année, avec le crédit qui est tellement disponible, est quand même à côté jusqu'au cou. Fait que là, en ce moment, j'ai l'impression que les grandes entreprises ou le pouvoir financier est en train de convaincre cette classe moyenne-là que c'est de la faute des plus pauvres si ils ont de la misère à arriver.
Puis si c'est ça, c'est dangereux, même socialement, ça peut faire des fractures. Ouais. Mais au-delà de ça, en tout cas, que ce soit vrai ou pas vrai, répète sans cesse le même message. À la fin, tout le monde finit par y croire. Alors, tu as beau dire l'importance de l'économie. D'ailleurs, on parlait du Forum citoyen. Là. Je lisais dans le journal, certains participants disaient si l'économie va bien, tout le reste va aller. Non, je pense que c'est plus compliqué que ça. Sincèrement, là, je pense que c'est plus compliqué que ça. Oui, oui. Va à Calgary, là, ils n'ont plus de dette, puis c'est le plein emploi, mais va t'acheter une maison mobile à 300 000, voir, tu vas voir s'il n'y en a pas de problème. Les pays où il y a la plus grosse croissance économique, c'est encore des pays où il n'y a pas nécessairement de liberté de parole, où ils sont pauvres, où il n'y a pas de tissu social, où c'est très pollué. Fait que là, on va oui, mais c'est pas grave, l'économie roule. Ouais, ben, t'as peu, là. C'est pas si simple que ça. Dernier petit point ici, Nathalie Normando se ferait courtiser par le Parti libéral du Canada. Ah oui? Ça a été démenti. Le Parti libéral a dit, je parle de M. Trudeau lui-même, en tout cas, on démenti comme de quoi c'est pas vrai qu'il avait approché. Moi, je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ont dû approcher et a dû dire je ne suis pas tellement intéressé. Ou peut-être une organisation locale ou régionale en Gaspésie a approché. Ou... Tu sais, là, je ne le sais pas, là, mais... C'était pas de la grosse c'est assez nouvelle, particulier, là, voir la façon qu'elle est sortie de la politique, passe à la commission Charbonneau, puis là, tout d'un coup, ça reviendrait la star de la politique. En tout cas, moi, je trouve ça incroyable, là. Je comprends Tony Accurso comme premier ministre. C'est pas de la relève, en fait. C'est pas du nouveau monde. Là. On n'arrête pas de dire qu'en politique, il faut qu'il y ait de la relève, du nouveau monde, puis faire les choses autrement. François Paradis pour la CAQ à Lévis. Ouais. Ça, c'est du nouveau monde. C'est du nouveau monde. Est-ce que c'est du renouveau dans le discours? Je sais Non, pas. zéro. OK, là, on tombe dans des sujets là, qui sont fascinants. Référendum en Écosse, mon Dieu Seigneur. Ah, on a revécu des affaires. Moi, j'avais eu de l'argent puis du temps. C'est sûr, j'aurais été là juste pour vivre l'ambiance. Je me suis couché tard. Ben, en fait, je me suis levé très tôt. C'est pas tant que je me suis couché tard, je me suis levé tôt. Moi, il y a beaucoup de ressemblances avec le cas du Québec, pas en même temps tellement de différences. Ben oui, c'est à deux niveaux. Tu sais. Il y a quelque chose que je retiens, par exemple. D'abord, tout le monde les pointait à 30 il y a quelques mois. Tout le monde disait qu'ils allaient perdre, que ça n'avait pas de bon sens, que ça n'allait pas se faire. Puis quelques semaines après, ils ont monté le score à 45. Et même que certains sondages les mettent en avance. On les a laissés aller. Et à un moment donné, Londres s'est aperçu que ça faisait longtemps qu'il était assis sur le derrière et qu'il ne prenait pas ça au sérieux. Alors là, on a sorti les discours de peur dans les 10 derniers jours. Là, le monde de la finance a sorti les discours de peur. Là, à un moment donné, on a même dit qu'on n'allait plus exporter de scotch à cause de l'Union européenne. Puis là c'était rendu n'importe quoi. Tu sais, à un moment donné... Alors ça m'a fait beaucoup penser au Québec de 1995. Mais les gens ne sont pas très courageux en société, je trouve. Tu sais, on le voit souvent, les gens ont peur du changement. Les gens sont bien dans l'habitude. Puis je remarquais, je voyais l'Écosse, il y a deux villes importantes. Tu as Édimbourg. De Glasgow. Comment? Glasgow. Glasgow. Et là, je pense que Glasgow est un peu plus ouvrière. Et il me semble qu'ils ont voté oui à 53, mais Édimbourg, non, à 61. Édimbourg, c'est une capitale, là. Alors, regardez les résultats de 1995 dans la région de Québec, puis à Québec, il y avait tout à profiter du statut de capitale, là. Ouais. Les infrastructures, les aéroports, mettez-en. Puis on votait non à 60 %. Alors là, c'est une autre ressemblance, je trouvais, avec le cas québécois. Mais là où il y a une grosse différence, c'est qu'avant le déclenchement du référendum, le premier ministre Alex Salmond, avec Londres, se sont entendus. Ils ont dit, voici la question, ça va être 50 % plus simple. Non seulement on va, de part et d'autre, accepter le résultat, mais dans le cas de victoire d'un oui, on va tout faire pour travailler ensemble pour assurer les marchés internationaux, puis pour dire à l'instant, regardez, la transition se fait de façon ordonnée. Ça, on appelle ça de la maturité politique. Oui, c'est très chouette. Puis Stéphane Dion, là, je l'écoutais cette semaine, de la maturité politique depuis 1995, il n'en a pas gagné beaucoup, parce qu'entre autres, il parlait du 50 % plus 1. Là, finalement, c'était bon pour l'Écosse, mais c'était pas bon là, pour le Québec. C'était pas encore une majorité assez claire. Il était content de la question. J'imagine qu'il ne devait pas en trouver assez négatif. Là. Probablement qu'il aurait voulu le mot sécession dedans ou je ne sais pas quoi, là, pour faire peur au monde. Mais finalement, en tout cas, ce qui était... ouais, fait que là, lui, 50 % plus 1 pour l'Écosse, ça allait, mais pour le Québec. Mais il y a une autre différence majeure aussi, c'est qu'eux, c'était beaucoup pour l'économie puis la politique, moins pour le côté culturel ou identité. Très peu. Tandis qu'ici, ça, c'est quand tu parles à un souverainiste, une des premières choses qu'il te dit, ça va être la ça. langue. Ben oui. La langue, ben, là, tu vois aussi, là, la composition est différente. Là, je veux dire, démographiquement parlant, je veux dire, en Écosse, ça parle en anglais. Là. Ah oui, c'est ça.
Et hier, j'écoutais à la blague, je ne sais plus quelle émission que j'écoutais où il disait qu'il voyait des anglophones voter oui, tu sais, on verrait peut-être moins ça ici, en tout cas. Mais le fait est que c'est ça, c'était un projet politique, économique. Le pétrole dans le Nord, ils veulent avoir leur juste part, un taux de chômage qui est relativement bas, d'ailleurs, en Écosse. Alors, c'était beaucoup ça. Et il avait produit un document de 670 pages, question-réponse. Tu as une question sur la monnaie, tu vois, par exemple, à page 24. Qu'est-ce qu'on fait au jour 1 de la souveraineté? 670 pages. Bon, tu vas me dire, c'est pas accessible pour tout le monde, là. C'est une brique, là, on s'entend. Mais eux, puis ils ont pris le pouvoir. Puis deux choses. Ils ont un mode de scrutin proportionnel. Ça veut dire que pour un parti indépendantiste, être majoritaire en Chambre, beaucoup plus difficile. Ils ont réussi ça. Ils ont demandé à Londres que les jeunes de 16 ans et plus puissent voter. Non. Londres a dit oui, parce qu'à ce moment-là, les sondages mettaient le non à 70 chez les jeunes. Finalement, ils se sont fait jouer tout qu'un tour, parce que là, les jeunes, finalement, ils ont viré de bord, tu sais. Alors, on a un système électoral différent. Les jeunes ont pu voter à partir de 16 ans. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Pour ça, je vous dis que là, rendu là, c'est plus comme le Québec. Là, rendu là, c'est bien différent. Puis, autre ressemblance, c'est qu'Alex Salmond a démissionné comme M. Parizeau. Bon, pas dans la controverse, par contre. ouais. M. Parizeau, puis ça, c'est un gros problème. Parce que à Londres, là, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir à un échéancier, parce que là, on va passer des pouvoirs. Oui, mais le problème que Londres a, c'est qu'il ne peut pas en donner juste à l'Écosse, il faut qu'il en donne au Pays de Galles. Là, on voit que le non en Écosse, c'était plusieurs partis. Alors là, est-ce que ces gens-là vont être capables de s'entendre? Là, c'était bien beau, là, un beau petit slogan en fin de campagne, on va vous donner plus de pouvoir, mais ça va être plus difficile qu'on pense. Puis là, il s'est donné l'échéancier de janvier en plus, là. C'est ça. Puis là, je voyais dans les... c'est dans ce contexte-là que M. Alex Salmond démissionne. Puis lui, c'est le combat de sa vie, c'est le combat de 30 ans. Là. Lui, quand l'option était à 8 il était là. Il est parti, il est revenu avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, on s'entend que c'est pas ce qu'il voulait, là, la victoire du non. Fait que, au niveau de sa contribution, je pense qu'il l'a fait. Puis je peux très bien comprendre. Il a amené ça au plus loin où il pouvait l'amener. Et une journée ou deux après le vote, on voyait des orangistes. Je ne sais pas si vous avez vu dans la revue de presse. Là. On a vu des orangistes qui chantaient des chansons de patriotes puis qui écœuraient les indépendantistes qui avaient perdu. Et ça a brassé, il y a eu de la violence, puis il y a eu des arrestations. Et ça, c'est des représentants du mouvement Best Together. Quand tu y penses 2 minutes, là. Best Together, mais t'as perdu, tant pis pour toi. Ouais, mais Best Together, c'est quoi? Allons, partons de l'Écosse et dirigeons-nous vers l'Irak. Là, on voit l'État islamique qui a pris des parties de l'Irak, etc. Et qui menace le Canada. Ben oui, là, ils ont commencé. Il y avait des journalistes, ils en ont tué 2 journalistes, ils en menacent d'autres. Et là, ils menacent les pays. Ils ont dit, là, partout dans le monde, et le Canada aussi, là, on a parlé de la France, du Canada, lancez-le des roches, foncez sur les civils en auto. Des messages très positifs. Comment on répond à ça? Faut-il avoir peur au Canada? Parce que ces groupes-là, à quelque part, s'il n'y avait pas décapité des journalistes, s'il n'y avait pas... C'est pas nécessairement... Mais Pierre, là, sincèrement, là, d'abord, j'espère que les gens à la maison font la différence entre des djihad, qui sont considérés plus radicaux qu'Al-Qaïda combat, là, ouais. Et monsieur, madame, tout le monde qui est musulman. Hein? J'espère qu'on fait cette différence-là. Moi, dans ma tête, cette différence parce que là, non, mais c'est parce que j'imagine quelqu'un à la maison, les musulmans. Pas de ça dont on parle. Là. On parle d'intégristes, de personnes extrêmement radicales. Là, comment veux-tu bien négocier avec des gens qui décapitent en direct? T'as beau dire, là, sortir n'importe quelle citation de Gandhi puis de Nelson Mandela, là, je suis désolé, là, mais il n'y a plus une grosse négociation à faire. Malheureusement, ça fait un conflit qui s'envenime et qui va en escaladant. Et c'est bien certain que s'il y a des frappes aériennes ou autres, ça peut faire des... Parce que on s'entend, là, le concept de cible, d'attaque ciblée, c'est un peu de la bullshit. Là. On finit tout le temps par tuer des populations civiles qui ont... Sauf si tu es israélien, là tu es vraiment capable de faire ça. Oui, les Israéliens, c'est vrai, ils sont capables. Fais attention à ce que tu dis, on peut avoir une poursuite judiciaire du Congrès juif. Ceci dit, l'État islamique, eux aussi, ils font des dommages considérables à la population civile. Là. Alors, c'est une tuerie, c'est des gens dangereux. Il faut arrêter ça. Là. Alors là, moi, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, aux grands mots, les grands moyens, là, je ne vois pas, ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes, tu ne peux pas discuter,
Tu peux rien négocier. Parce que j'entendais un spécialiste qui disait que les États-Unis et les autres ne veulent pas envoyer de troupes au sol, juste des frappes aériennes, parce qu'ils espèrent un mouvement, en fait, au sol. Ils veulent supporter les oppositions. C'est ça. Mais là, qui sont les oppositions en Syrie? C'est les anciens. C'est Al-Qaïda. C'est les anciens ennemis. Puis les anciens... Là, en même temps, ça a de quoi de cynique, ça, là. Ben, oui. Parce que là... Mais tu sais, c'est un problème que les États-Unis ont créé, là. Saddam Hussein, c'était pas parfait, mais il y avait un gouvernement, là. Tu sais, il y avait un Peut-être que si on avait envoyé du monde en Syrie quand c'était le temps pour... Là, t'as-tu pensé? On a accusé Bachar al-Assad d'utiliser des armes chimiques. Là, on va les combattre à ses côtés. Ah ouais. Moi, non, puis ça, c'est un problème, puis c'est l'autre. Mais attends, parce que là, la Libye s'en vient, là, parce que c'est le bordel là-bas aussi, là. Parce que là, si on les laisse à eux-mêmes, on défait les gouvernements, puis après ça, on dit organisez-vous. Mais les gens ont des armes, ont des... En même temps, on est là, puis on veut instaurer des modèles de démocratie occidentale. Puis les nôtres marchent moyen. Ça marche. Comment? Puis les nôtres marchent moyen. Oui, nous autres, on est, comme Churchill disait, c'est le moins pire. Ouais, c'est le moins pire des systèmes. C'est le moins pire des systèmes. Mais moi, je trouve ça très inquiétant. Puis là, la Syrie qui dit OK, mais avant tout bombardement, il va falloir qu'on donne notre appui. Et là, j'entendais l'Iran, que je croyais que depuis 2 ans était devenu un peu plus modéré, depuis qu'Ahmadinejad n'est plus là. L'Iran dit cette attaque contre les djihadistes est illégitime. L'Iran dit ça. Ah, mais là, ils se sont battus avec les Américains. Là, tu dis un instant, l'Iran qui dit que l'attaque contre les djihadistes est illégitime. Puis là, moi, en arrière de ça, parce que moi, je pense qu'il faut aller plus largement que cette zone-là au Moyen-Orient. Là, j'ai ce qui se passe en Russie versus l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine. Et j'ai les Russes qui se sont toujours opposés à ce qu'on contraigne l'Iran davantage. Et là, moi, ce que je vois, c'est comme si on reculait tout d'un coup en un claquement de doigts au temps de la guerre froide. Et on voit toutes les anciennes alliances, ou à peu près. C'est ça. Alors, la guerre froide, là, puis sans dire que ça revient, là, ça prend d'autres formes peut-être, mais j'ai l'impression que c'est à ça qu'on assiste. Puis, tu sais, je me dis, je ne sais pas, sans dire que les Russes vont être alliés aux djihadistes, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais par État interposé. Comme durant la guerre froide, mais ça se passait beaucoup en Asie avec la Corée, le Vietnam, etc. Là, ça m'inquiète plus, moi, cet aspect-là du problème. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se traduire. Puis c'est ça. Puis moi, je suis d'accord, il faut vraiment faire la différence entre les djihadistes extrémistes qui utilisent les armes, etc., et les musulmans. Parce qu'on sait que dans les 5 piliers de l'islam, le 5e, c'est que tu n'as pas le droit de tuer. Donc, pour les musulmans, les djihadistes sont souvent même pas des musulmans parce qu'ils transgressent cette loi-là, en fait, qui est un des 5 piliers. Là. Fait qu'il faut faire attention. OK. Manifestation partout dans le monde pour le climat. 350 000 à New York, je crois. Oui. 350 000 personnes à New York. Puis là, après ça, et même Philippe Couillard va aller parler, mais pas Stephen Harper pour défendre le climat. Le problème, c'est que là, autant aux États-Unis qu'au Canada, en Chine, ailleurs dans le monde, on a des gens qui ne reconnaissent pas qu'il y a eu un problème. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi puis toi, on peut dire, regarde, on reconnaît qu'il y a un problème. On n'est pas d'accord, c'est une stratégie, ça va coûter trop cher, mais il y a un problème. Mais là, on a des gens qui reconnaissent même pas qu'il y a un problème. Alors là, il ne faut pas se surprendre là, que le Canada essaie de saper tout ce qui se fait au niveau international de lutte contre les changements climatiques. Puis, Barack Obama peut avoir certains discours, mais il y a un Congrès extrêmement réticent qui est contrôlé par les républicains et le Tea Party. Donc, je veux dire, non, ça vient difficile. Puis j'entendais une manifestante, bon, elle était probablement, sans dire alarmiste, elle dit on a 18 mois là, pour avoir sérieusement un plan d'action concret. Sinon, après, il est trop tard. Oui, il va être trop tard parce qu'en 18 mois, il ne se fera rien. Puis en plus, le plus gros problème, c'est que l'ONU, qui devrait un peu chapeauter tout ça, a à peu près aucun pouvoir. Tu sais, peut techniquement rien faire. Ouais, c'est parce que le problème, c'est qu'on se donne une grosse réunion internationale, là, on ne s'entend pas, puis on fait une déclaration commune, comme de quoi qu'on va savoir l'année prochaine. On arrive l'année prochaine, on refait une déclaration commune, puis le Canada a beau jeu, en le sens que, il dit, les États-Unis et la Chine, les 2 plus grands producteurs de gaz à effet de serre, ne sont pas là. Alors, le Canada n'est pas là. Pourquoi je serais là si les autres ne sont pas là? Moi, je trouve ça un peu nono comme raisonnement, parce qu'au contraire, il pourrait être une espèce de leader, puis voici, on pourrait faire les choses différemment. Mais il se sert de ça comme excuse pour se défiler. Même la Chine a commencé à passer des lois, puis à regarder le problème, puis à l'affronter de face, là, le problème des réchauffements climatiques, parce qu'ils voient bien que ça va avoir un problème, parce qu'avec le développement qu'ils ont, à la vitesse qu'ils ont, quand tout le monde va avoir 2 autos là-bas, là... Là, ici, bon, on regarde le bulletin de nouvelles, on voit les gros bateaux avec le pétrole, les sables bitumineux sur le Saint-Laurent. On discute de tout près de plein de projets, de
d'éléoducs qui vont traverser le pays, à savoir Kakuna. Alors, imaginez qu'on est assez loin, merci, de la lutte efficace contre les changements climatiques. Puis ceux qui nous écoutent, on a l'air de tout le temps parler de mauvaises nouvelles, mais on est des gars bien positifs. Hein? Mais des fois, il faut essayer de comprendre pourquoi ça va mal, pour essayer de trouver comment on pourrait... En fait, c'est ça qui nous met de mauvaise humeur. Ouais. Au départ, on est gentil, on est de bonne humeur, mais c'est ça qui nous met de mauvaise humeur. Ouais. Hey, Sarkozy qui annonce sur Facebook je suis de retour en politique. Il va faire quoi? Non, mais c'est parce que, tu sais... Ben là, je ne sais pas, il n'y a pas des démarches contre lui, là, judiciaires, des enquêtes, des trucs comme ça. Oui, mais avec la loi française, quand tu es élu à ce niveau-là, tu ne peux pas avoir de poursuite contre toi. Tu te rappelleras quand... Donc, il va se dépêcher de se faire élire. Rappelle-toi quand Jacques Chirac était là, tout de suite quand il a arrêté d'être président, ça faisait 10 ans qu'on attendait pour une poursuite civile quand il était maire de Paris. Ça, fait partie de la loi française. Mais moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que je pense pas que Sarkozy va galvaniser les troupes de droite. Je pense que ça va faire gagner? Ça va faire gagner Marine Le Pen puis l'extrême droite, sont déjà sur un élan assez extraordinaire. J'ai écouté un commentateur français, je ne me rappelle plus de son nom, qui disait « Est-ce qu'il va réussir à se faire élire à la présidence de l'UMP? » Sans doute, assez facilement. Mais là, après être président de l'UMP, pour les gens à la maison, l'UMP, c'est le parti politique, l'ancien parti politique de Jacques Chirac. À gauche, il y a les socialistes de François Hollande. À gauche, centre-gauche, les socialistes de François Hollande. Et on a Marine Le Pen du Front national, qui est plus à droite que l'UMP. Alors là, se faire élire à l'UMP, à la tête de l'UMP, c'est une chose. Mais tu as des gens, d'abord, qui sont à gauche, qui sont probablement très déçus de François Hollande, peut-être qu'ils vont y repenser 2 fois avant de donner leur vote à Hollande. Ça pourrait profiter des plus petits partis de gauche. L'autre affaire, on a des gens, des Français qui vont peut-être dire pourquoi pas, avec Sarko, c'était pas si mal, ça peut amener une forme de stabilité, ça va être moins pire. Mais il y a peut-être des gens qui ont tout ça en tête puis qui disent non, regardez, là. Rappelez-vous, là, Sarkozy, là, c'était le gars qui a encouragé une certaine grogne dans la rue, et du temps qu'il était ministre avec les banlieues, les voitures virées sur le top. Là, Alors, il n'y a pas un parcours sans tâche, là, Sarkozy. Ce qui est dangereux, en fait, dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que le vote va se séparer, puis ceux qui vont sortir, c'est l'extrême droite, parce qu'on a vu une grosse montée de l'extrême droite aux européennes, aux élections européennes, partout en Europe. L'extrême droite, elle est présente dans tous les pays d'Europe de l'Ouest. Au début des années 2000, c'était des petits partis de 4... Oui, en tout cas, là, je vois une carte, là, on va dire l'Europe plus occidentale. On voyait là 4, 5, 6 % du vote vers 2010, 2008, 2010, 8, 10, 12 % Et là, on voit donc une percée d'extrême droite au Parlement européen, une quarantaine de sièges, je pense, sur 300 et quelques, là, je ne sais plus trop le nombre. Donc là, on a une percée là. Alors, il y a peut-être bien des Français qui vont dire, essayons-le. Puis après ça, n'oubliez pas que le Front national est proche du monde, proche des petits entrepreneurs. Donc, à bien des niveaux, pas vraiment menaçant. Bon, tu sais, son discours sur l'immigration, oui, mais pour le reste, il faudrait voir. Il est tu sais, il est eurosceptique. Tantôt, on parlait des climato-sceptiques. Là, c'est des eurosceptiques. Tu n'as pas besoin de travailler fort pour remettre en question l'Union européenne avec les problèmes économiques qu'ils ont. Et il faut se rappeler de l'histoire, ce que l'extrême droite a réussi à faire, entre autres, dans les années 30 en Allemagne. Bon, là-dessus, avant de terminer, petite nouvelle, la Nouvelle-Zélande veut modifier son drapeau. Ça, j'ai aucune idée de quoi. Oui, ils songent à enlever l'Union Jack, qui est le drapeau britannique, du drapeau de la Nouvelle-Zélande, parce que c'est une ancienne colonie. Là-dessus, moi, je dirais, si on veut économiser de l'argent au Canada, pourquoi on n'enlèverait pas le Sénat, la reine sur nos 2 piastres, et aussi le gouverneur général. Mais on n'aura pas le temps d'en parler parce que l'émission est déjà finie. Patrice, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir apporté ton éclairage fantastique à tous ces sujets. On se retrouve bientôt. Et vous, je vous dis, quand vous pensez-vous, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires à faire sur nos interventions, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle, peu importe, tvldm9@videotron.ca. Et maintenant, vous pouvez nous suivre sur Facebook avec tous nos reportages, nos émissions, tout est là. Donc, allez sur Facebook, tapez TVLDM9 et vous allez nous trouver. Suivez-nous, c'est bien intéressant. Merci et à la semaine prochaine.